Recule-toi un peu. Et parle. Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce nouvel atelier virtuel. Donc, comme on vous l'avait annoncé dans les invitations, donc on a voulu consacrer cette session un peu à l'évolution de la situation maintenant vraiment post-Covid et surtout redémarrage après cette période de confinement et voir un peu tout ce qui s'est passé sur ces quelques semaines depuis le 11 mai. Alors, on fera comme d'habitude un point avec David sur la situation en médecine générale et le zoom sur les enfants, en particulier l'activité des pédiatres, la vaccination. Ensuite, on fera un point sur l'activité en officine, le trafic. On fera un point sur la dynamique du médicament remboursable, l'automédication, le self-care, nutrition et dermocosmétique, mais à chaque fois avec des points différents de ceux que l'on avait pu voir pendant les ateliers précédents. Et enfin, on terminera par le bilan de l'activité hospitalière, avec le bilan à fin mai et le top 10 des classes et des produits en ville et à l'hôpital. Donc, Gers Data, vous le savez maintenant, est au milieu de l'écosystème santé pharma-CGD. Et grâce à toutes les connexions que l'on peut avoir avec toutes les entités du groupe, que ce soit l'entité avec les logiciels pharmaciens, les logiciels médecins, mais également tout ce qu'on peut avoir avec les relations avec Futura C-Média ou la BCB ou toutes les autres activités, nous pouvons aujourd'hui vous présenter un bilan complet et qui reflète exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'univers de la pharmacie, tant chez les pharmaciens que chez les médecins. Alors, bien sûr, ces données sont des données qui continuent à être partagées avec les autorités de santé, que ce soit l'assurance maladie, la DGS, la NSM ou le ministère de la Santé, tant à partir des données d'achat et de distribution des officines, nos données Céline, les données SOG, Now, Early, CELAC, et bien sûr les données sur les ruptures de stock, mais également les données hospitalières et bien entendu toutes les données de prescription qui sont issues de la base TIN et Bastine qui a été, je vous le rappelle, choisie par la NSM, mais également par le CEPS pour le suivi de l'analyse de la prescription au niveau des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Donc, je vais laisser tout de suite maintenant David rentrer dans le vif du sujet pour vous présenter l'activité en médecine générale. David. Merci Patrick. Je dois bien vous avouer que vous m'avez manqué pendant ces quelques semaines. Donc, ravi d'entamer ces ateliers et de partager avec vous quelques chiffres et quelques analyses. Premier point, c'est depuis le déconfinement, donc la semaine du 11 mai, le trafic chez le médecin généraliste reprend pas à pas, petit à petit, le trend de l'année dernière. On reste quand même à moins 6% en termes de trafic chez le médecin généraliste par rapport à l'année dernière sur ces 5 semaines. Donc, on voit qu'on n'a pas rattrapé le passé et on tarde à être à l'équilibre par rapport à 2019. On le verra, la cible qui est principalement en baisse significative sur ces consultations, c'est les enfants et notamment les enfants de moins de 15 ans. Un point sur la téléconsulte, quand on regarde son évolution sur 3 pays européens, qui sont du coup forcément la France, le Royaume-Uni et la Roumanie, on voit qu'on avait des parcours ou des trajectoires différentes. On a vu la France est passée très vite au-dessus des 2 autres pays européens au début du confinement. Et puis petit à petit, aujourd'hui, on est à 5% en France sur la part de téléconsultation en termes de volumétrie, parce qu'on a vu que la volumétrie des consultations est repartie plus forte que pendant le confinement. Au plus haut, on était à peu près à 1 million de téléconsultations par semaine et maintenant, on est autour de 400 000 – 500 000 téléconsultations par semaine en France.
Sur les UK, on voit que la part de la téléconsultation reste stable, autour de 15%. On a vu qu'elle était plus haute que la France avant le confinement et elle se stabilise autour de 15-20%. Et la Roumanie autour de 12-10% sur cette même période. Qu'en est-il chez les spécialistes? Alors, on va le voir, on a des trajectoires différentes selon les spécialités, mais globalement, on est très proche de l'année dernière sur ces dernières semaines. On a vu que la semaine 20, qui était la première semaine de déconfinement, on était encore un petit peu en recul par rapport à l'année dernière. Puis petit à petit, on se rapproche du trend des années passées. En termes de spécialités, différentes trajectoires. Les cardiologues sont positifs en termes de fréquence de consultation depuis le déconfinement. Pareil pour les pneumologues. On voit que sur les neuros et endocrinos, on reste stable par rapport à l'année dernière sur ces 4-5 dernières semaines. Psychiatres légèrement en recul comme gynéco et rhumato et gastro. Mais on voit quand même que sur ces 2 dernières spécialités, effectivement, on a beaucoup de retard par rapport à l'année dernière. Alors, sur les enfants, alors pourquoi on a fait les enfants? C'était principalement parce que c'est là où, avec l'analyse et le suivi des cohortes, on a observé les plus grandes différences par rapport à l'année dernière. Et donc, on va considérer, pour être désagréable, qu'aujourd'hui, toutes les personnes âgées, c'est tous ceux qui sont à plus de 15 ans, ce qui fera plaisir naturellement à Patrick, mais globalement, on va considérer comme âgé tout ce qui est au-dessus de 15 ans. Alors, quand on regarde les consultations chez le pédiatre, on voit que c'est reparti à la hausse depuis le déconfinement, très, très fortement, autour de globalement plus 15, plus 20% depuis le déconfinement. Et quand on regarde les évolutions, on le voit sur le graphique, on a pris 3 périodes. On a pris la période déconfinement l'année dernière, donc du 12 mai au 15 juin, et la répartition par tranche d'âge des consultations chez le médecin généraliste, également chez le pédiatre, et là forcément au-dessus de 15 ans, il y a plus grand monde. Ensuite, on a pris pendant le confinement du 15 mars au 30 avril, et puis ensuite du 12 mai au 15 juin, et pour regarder l'évolution, et vous pouvez le voir par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qu'on observe? Quasiment moins 40, entre moins 36 et moins 45% chez toutes les tranches d'âge en dessous de 15 ans, c'est-à-dire aussi bien 10-14 que 5-9 et que 0-4 ans. Et ce, effectivement, même pendant le déconfinement. Et on a une baisse moins importante chez le pédiatre. On est à moins 9,5 pour les 0-4 ans, moins 7% chez les 5-9 ans et en hausse par rapport à l'année dernière, plus 18% chez les 10-14 ans. Ce qui va être intéressant de retenir, c'est qu'on est en baisse surtout sur les profils aussi 0-4 ans et on va voir dans quelques slides quel impact sur la partie vaccination. Alors, quand on regarde, c'est vrai que le calendrier est particulièrement moqueur cette année, on l'a vu. Une semaine le jour férié est toujours en avance d'une semaine en 2020 par rapport à 2019, ce qui fait cet effet de yo-yo d'une semaine à l'autre. Et globalement, on a vu beaucoup de vaccinations chez pédiatriques en involution pendant le confinement, moins 20%. On est à moins 7 par rapport à l'année dernière, donc on n'est pas encore revenu au trend qu'on avait avant la vague de Covid. Et surtout, on regarde, même principe que tout à l'heure par tranche d'âge, la part de la vaccination. Et on voit notamment que malgré tout, chez les 0-4 ans, la part de vaccination est plus importante que l'année dernière. Donc, on commence à avoir un rattrapage de la vaccination, puisque vous le voyez, 34% sur cette période du 12 mai au 15 juin ont consulté pour raison de vaccination sur les 0-4 ans, alors que c'est 18% la même période l'année passée. Donc, à retenir quoi par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure? Tout ce qui va toucher à la consultation des enfants est en baisse, et ce, malgré l'augmentation importante et significative de la vaccination chez les 0-4 ans.
Donc, c'est vrai que c'est la population, aujourd'hui les enfants, qui ont le moins consulté sur cette période et c'était déjà le cas pendant le confinement. Un point sur l'activité en officine et le trafic. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette belle carte de France? Il y a encore aujourd'hui 3 régions qui sont sur ces 5 dernières semaines en trafic en baisse par rapport à l'année dernière. La Bretagne, l'Île-de-France et la Corse, sachant que dans l'Île-de-France, vous avez naturellement des trajectoires différentes, une baisse du trafic plus faible en banlieue et plus forte à Paris. Après, un certain nombre de régions qui sont avec un trafic en baisse, mais de moins important, c'est la Nouvelle-Aquitaine, entre moins 4 et moins 6%, et toute une grande diagonale est où on est en baisse de trafic entre moins 4 et moins 6 et moins 10% par rapport à l'année dernière. Les 3 régions qui sont quasiment retournées à l'équilibre, c'est le Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et les Hauts-de-France. Quand on continue à analyser cette baisse du trafic par profil de pharmacie en fonction des attitudes, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'officine de proximité et l'opportuniste, qui est principalement dans les diagonales du désert, on a moins 5 en termes de trafic sur ces semaines de déconfinement. Celle qui aujourd'hui a quasiment retrouvé un trafic à l'équilibre par rapport à l'année dernière, c'est ce qu'on a appelé les AMM, très centrés sur l'accompagnement patient dans plutôt les petites villes, plutôt rurales, dans lesquelles effectivement on va avoir beaucoup une prise en charge de patients. Le contemporain en grande ville, on est encore effectivement dans le même panier de réduction de trafic, moins 6%. Donc on voit que le trafic est quand même porté par le remboursable, même si on n'est pas encore dans le même niveau que l'année dernière. Et sur tout ce qui va être grande ville et pharmacie de trafic, on est à moins 12, moins 13% en termes de trafic, où là aussi, vous avez des écarts qui restent et qui sont très, très importants. Qu'est-ce qu'on peut voir par profil de chiffre d'affaires? Alors, ce qui est intéressant visuellement, ou du moins que j'aimerais partager avec vous, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport, si on regarde les 4 dernières semaines, avec cet effet yo-yo des jours fériés entre 2020 et 2019. On a vu que sur l'ascension, globalement, ce qu'on a perdu une semaine, on l'a gagné la semaine d'après. On voit qu'on est quasiment en symétrie entre ce qu'on a perdu et ce qu'on a gagné. Par contre, ce n'est pas vrai sur les 2 dernières semaines parce que la semaine 24, mine de rien, elle a un jour de plus ouvré par rapport à l'année dernière. Donc, on pouvait s'attendre à une embellie plus importante. C'est pour ça qu'on a regroupé la semaine 23 et 24 pour regarder l'évolution, parce que la semaine 24 a un jour de plus et malgré cela, on ne compense pas ce qu'on aurait dû gagner du fait d'avoir un jour ouvré de plus sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on retient? C'est que toutes les pharmacies en dessous de 2,3 millions ou en fonction effectivement du chiffre d'affaires, on va être entre moins 9 et moins 11%. Et par contre, entre 4,5 millions et 7 millions, on va être à moins 15% en termes de trafic. Et pour les pharmacies à plus de 7 millions, on est en moyenne à moins 21%, sachant que les écarts sont aussi là très importants. Vous avez des pharmacies de trafic où on est encore à moins 60, moins 70%, et d'autres, au contraire, on va être quasiment à l'équilibre en fonction de l'implantation de la pharmacie et ce qu'on pourrait mettre derrière la zone de chalandise et l'habitat autour de ces pharmacies. Ce qu'on voit malgré tout, c'est que ces 2 dernières semaines restent, en termes de trafic, plutôt pas excellentissime au regard de ce qu'on aurait aimé voir pour avoir le moral avant de partir en congé. Pareil en termes d'implantation sur ces 2 dernières semaines, donc qui comprend le même nombre de jours ouvrés entre semaine 23-24 par rapport à l'année dernière. On voit que le rural résiste mieux, moins 7%, la périphérie aussi, moins 9%, centre-ville, moins 11% et centre commercial, moins 13%, où là, bien entendu, vous avez aussi des différences entre les très grands centres commerciaux et les centres commerciaux plus régionaux.
Et quand on regarde le chiffre d'affaires sur ces pharmacies, et vous voyez bien, on avait une belle symétrie semaine 21-22 entre ce qu'on perdait parce qu'on avait un jour de moins versus la semaine 22. Et ben on voit que semaine 23-24, on ne compense pas. En total, malgré tout, on finit à plus 4, mais on a quand même un jour de plus. On voit que la symétrie, on l'a sur la prescription hospitalière délivrée en ville, moins 9 plus 8. On perd beaucoup en prescription de ville, puisqu'on finit qu'à plus 5, alors que la semaine 23, on était à moins 16. Et sur le conseil, tout compris, on reste négatif alors qu'on a un jour de plus, ce qui montre quand même qu'effectivement, on est sur ces 2 dernières semaines plutôt très en fort recul par rapport à l'année dernière. Patrick, un point sur le remboursable? Alors effectivement, bon, ce qu'on va voir sur le remboursable traduit totalement ce que David a pu vous présenter au niveau du trafic, que ce soit en officine ou en médecine libérale. On constate que le mois de mai a été un très mauvais mois et qui fait suite également à un mois d'avril qui avait été très mauvais. Puisque quand on regarde l'évolution du chiffre d'affaires du médicament remboursable sur le mois de mai, on se situe avec une évolution de moins 12% pour le remboursable, et pour le non remboursable, on atteint moins 26% d'évolution. Donc tout cela après une période qui avait déjà été difficile. Quand on regarde le remboursable depuis le début de l'année, on était à plus 2% en janvier, plus 4 en février, plus 19 en mars, moins 12 en avril, moins 12 en mai. Donc, au cumul, depuis le début de l'année sur le remboursable, on est quasiment flat. On est à moins 0,1%. Mais avec une tendance sur les 2 derniers mois qui a été quand même qui a été mauvaise. Et quand on met cela en perspective aux évolutions qu'il y avait sur les mois précédant le confinement, on est véritablement dans une période de récession sur le marché du remboursable. Alors, que dire du marché du non remboursable? Lui, il subit encore plus cette situation. Il était déjà dans une période difficile avec tout ce qui se passait autour de ce marché, puisque au mois de janvier, on était à moins 6%, au mois de février, à moins 6%. Il y avait eu l'embellie du mois de mars avec ce pic juste avant le confinement, le 16 mars, qui avait permis d'avoir un mois qui était positif à plus 4,7. Et ensuite, ça a été la dégringolade extrêmement forte, puisqu'on était à moins 21% en avril et moins 25%, presque moins 26% au mois de mai. Alors, il faut faire attention, si on peut revenir, excuse-moi David, sur la précédente, faut faire attention quand même, pondérer un tout petit peu les chiffres du mois de mai, puisque pour le mois de mai, nous avons 2 jours ouvrés de moins par rapport à 2019. Alors, bien entendu, ces 2 jours ouvrés n'expliquent pas tout, notamment sur le non remboursable, avec moins 26%, on est sur des évolutions très fortes. Pour le remboursable, avec moins 12%, bon, 2 jours ouvrés, on pourrait estimer que l'effet serait entre moins 6, moins 8%. Donc, bon, ça pondère un tout petit peu ces résultats. Mais nous sommes dans une situation, on pensait que le mois de mai allait être un tout petit peu meilleur, qui est un mois de mai qui est assez difficile. Alors, quand on regarde la situation, justement, un peu depuis le début de l'année, en orange, la courbe 2020 et en bleu, la courbe 2019. Donc, on voit bien sûr ce pic du mois de mars et puis les 2 mois suivants, avril et mai, que ça soit sur le remboursable ou sur le non remboursable, qui ont très, très fortement chuté. Donc, en cumul fixe, le remboursable est à moins 0,1%. En cumul mobile, on bénéficie encore de l'effet des mois précédents. Le cumul mobile est toujours à plus 1,5. En revanche, en ce qui concerne le marché du non remboursable, lui, il est dans une situation très, très délicate, avec près de moins 10% depuis le début de l'année en cumul fixe et moins 7,4% sur les 12 derniers mois.
Donc, une situation difficile pour l'industrie pharmaceutique, tant au niveau du remboursable qu'au niveau du non remboursable. Quand on regarde ce qui se passe sur les génériques, les génériques sont logés, bien entendu, à la même enseigne que les autres produits, puisque sur le mois de mai, ils sont à moins 14%. Les princeps subissent une baisse beaucoup plus importante, avec moins 30%. Les génériques résistent un tout petit peu mieux, avec moins 7,3%, les moins 14% étant dans le répertoire exploité remboursable. Mais donc là, on a véritablement une traduction aussi, bien entendu, de la situation, mais également de l'article 66 qui a été mis en place en début d'année. Et justement, quand on regarde ce qui s'est passé, alors là, c'est d'abord une vision un peu macro sur les 10 dernières années, sur le taux de pénétration des génériques. On voit qu'en 2012, au niveau de la mise en place de la mesure tiers payante en générique, on avait eu une très forte augmentation du taux de pénétration des génériques, qui s'était ensuite, on va dire, maintenu entre 78 et 80% jusqu'en 2019. Janvier 2019, mise en place de l'article 66. Et donc là, on voit que sur les mois de janvier à mai, il y a eu un bond du taux de pénétration des génériques qui a été extrêmement important, puisqu'on est passé de 81%, qui était le taux moyen sur les dernières années, à 84, 85% tous les mois. Et aujourd'hui, on se maintient aux alentours de 84%. Donc, cette mesure qui a été mise en place en janvier donne ses pleins effets sur ces 5 premiers mois. Alors, on a voulu aller un tout petit peu plus loin dans cette analyse et en particulier, on a voulu voir sur des produits plus spécifiques ce qui pouvait se passer. Et on a regardé le taux de pénétration des génériques sur les molécules à marge thérapeutique étroite. Et là aussi, on voit sur des produits qui sont plus difficilement substituables, sur lesquels les pharmaciens sont un peu plus prudents sur la substitution. On voit, ils avaient des taux de substitution qui étaient aux alentours de 25-26%, donc bien loin, bien entendu, des 80% habituels. Mais on voit que malgré cela, sur ces produits, la mise en place de l'article 66 a eu également un impact, puisque de la même façon, il y a eu plus 3 points à peu près par mois sur le taux de substitution, le taux de pénétration des génériques, même sur les molécules à marge thérapeutique et étroite. Donc, une mesure qui a donné ses pleins effets, quels que soient les produits, quels que soient les types de produits. Et on retrouve cela aussi, quelle que soit la stratégie qui a été mise en place. Justement, quand on regarde, quand on fait un zoom sur un certain nombre de princeps qui ont aligné leur prix, quel que soit le niveau auquel ils étaient prescrits. On voit par exemple Amlor, qui avait un niveau de prescription qui était déjà très faible, mais on voit mise en place de l'alignement du prix entre janvier et février, tout de suite mise en place de l'article 66, moins 2 points d'emblée sur le taux de pénétration, plus 2 points pour les génériques et moins 2 points pour le princeps. Pareil sur un produit comme Zanextra. Zanextra, lui, avait à l'inverse un taux de prescription qui était assez important. C'est l'association enalapril-lécarnidipine, qui était jusqu'au mois de décembre en baisse. Bien sûr, le taux de prescription du princeps diminuait, mais il est passé en décembre de 35% à janvier à 17%. C'est-à-dire que la prescription du Zanextra a été diminuée par 2 à partir de la mise en place de l'article 66. Et la stratégie d'alignement de prix au mois de mars par le laboratoire n'a quasiment eu aucun effet. Il y a eu une légère remontée à 16-17%. On va voir ce qui va se passer sur les autres mois. En ce qui concerne un autre produit, Diamicron, même constat, produit qui était
très largement génériqués, avec des taux de prescription du Diamicron aux alentours de 15-16%. Mise en place de l'article 66, les ventes ont chuté de moitié, alignement de prix en janvier, aucun changement pour Diamicron. Enfin, en ce qui concerne le dernier produit Effexor, donc là, pareil, un niveau de prescription qui était déjà faible, aux alentours de 9-10%. Mise en place de l'article 66, les ventes ont chuté, alignement de prix fin janvier, et là, une toute petite remontée, mais qui se situe à un niveau très faible, aux alentours de 4%. Donc, globalement, la mise en place de l'article 66 a bénéficié à tous les génériques, elle a bénéficié à tous les types de produits, et quelle que soit la stratégie qui a été mise en place. Alors, quand on regarde maintenant, depuis le début de l'année, le bilan sur 5 mois du top 10 des classes remboursables, déjà, premier constat, les 10 premières classes qui étaient là en 2009 sont toujours là en 2010. Simplement, il y a eu un tout petit peu de réajustement au niveau de classes qui ont baissé, comme les produits d'antinéovascularisation, la S01P, les analgésiques non narcotiques antipyrétiques qui ont un tout petit peu baissé sur ce cumul mobile. Pareil pour les antiviraux anti-VIH. Mais on retrouve aujourd'hui dans le top 10, en première position, les antinéoplasiques, ensuite les antiviraux, les inhibiteurs directs du facteur 10A, et vous retrouvez après, adhérents plus ou moins différents, les autres classes qui étaient déjà là en 2010. Donc, certaines classes s'en sortent mieux que d'autres. La L01H a évolué de plus 15%, la B01F de plus 19%, et la L02B, les antagonistes de l'hormone cytostatique, plus 15%. Donc voilà, des situations un tout petit peu différentes, mais qui n'affectent pas le top 10 des classes remboursables. Quand on regarde le top 10 des produits, même constat. Les 10 premiers produits qui étaient là en 2019 sont toujours là en 2020. En revanche, là, on a un peu une redistribution, notamment au niveau du top 3. Le produit qui était en troisième position en 2019, Eliquis, c'est maintenant le premier produit remboursable en ville. Le Lucentis, qui était premier en 2019, devient troisième en 2020. Et ensuite, vous avez des redistributions parmi les autres produits. Xarelto qui monte de la 6e à la 4e place. Ibrance et Léa qui perdent une place. Imbruvica se gagne une place. Zitiga en perd une. Et voilà également de l'Iprane et Xtandi qui échangent leur 9e et 10e place. Donc, peu de changements dans le top 10 des classes remboursables et peu de changements dans le top 10 des produits remboursables. Donc, quand on regarde justement cette dynamique, on voit vraiment les deux périodes très différentes. Quand la semaine 12 à semaine 19, donc toutes les périodes du confinement, on était grâce au pic de cette semaine 12, d'avant-confinement, sur une dynamique à moins 3% en unité, moins 4% en chiffre d'affaires. Et post-confinement, là où on s'attendait à retrouver une dynamique plus forte, on voit que sur ces 5 semaines de déconfinement, on est à moins 12% en unité et moins 3% en chiffre d'affaires. Alors, peut-être un commentaire là-dessus. Vraisemblablement, les moins 12% en unité correspondent quand même à la prescription de produits qui ont été très largement prescrits, peut-être stockés dans des officines et qui ont été moins, du coup, commandés, puisqu'on est en saline par les officines. Je pense à des antipyrétiques. En revanche, sur le chiffre d'affaires, les produits qui ont été un peu moins prescrits, peut-être pendant le confinement, l'ont été des produits chers un peu plus pendant le déconfinement, ce qui fait qu'on a un marché qui est un peu moins affecté en chiffre d'affaires, même s'il est également négatif. Alors, quand on fait un point maintenant sur un certain nombre de classes, pour voir un tout petit peu ce qui s'est passé, là, on a une situation qui est
qui est un peu différente en fonction des domaines. Sur les analgésiques, on voit que les analgésiques, eux, ont connu une période très faste pendant le confinement, entre les semaines 12 et 20, pour après complètement chuter par rapport à 2019 en période de déconfinement. Les psycholeptiques. Alors, les psycholeptiques, on a les antipsychotiques, les tranquillisants. Eux, c'est une classe qui, en fait, a peu bougé. Plus 1% jusqu'au confinement, plus 3% pendant le confinement, c'est l'effet stock de la semaine juste avant le confinement, et ensuite 0% depuis la reprise. Les produits type anti-ulcéreux, anti-acide, anti-flatulence, eux ont été un tout petit peu touchés par cette période. Ils étaient à moins 1% avant le confinement, moins 9% pendant le confinement et aucune reprise depuis la semaine 19 avec moins 10%. Les antibactériens par voie générale, donc là c'est les tétracyclines, pénicilline, il doit y avoir aussi les céphalosporines et les macrolides. Ils ont, eux, été extrêmement touchés par toute cette période. Ils étaient déjà sur une tendance plutôt négative, peu de pathologies cette année, moins 3%, confinement, moins 22%, et post-confinement, moins 46%. Donc un effondrement vraiment de ce type de produit. Quand on regarde ensuite les autres classes très rapidement, les antithrombotiques, assez stable, on va dire, plus 3% avant le confinement, moins 4% pendant le confinement et moins 3%. Peu de reprises après le confinement. Les produits d'ophtalmologie, eux, ont été fortement touchés, notamment en période de confinement, avec moins 21%, et aucune reprise, voire même une légère involution depuis le début du déconfinement. En ce qui concerne les psychoanalytiques, donc les psychoanalytiques, on a les antidépresseurs, les psychostimulants, on était sur une période à plus 4% avant le confinement, 0% pendant le confinement, et on se retrouve en période de déconfinement avec également une involution. Donc, au global, on doit être assez stable depuis le début de l'année. Les antidiabétiques, eux, étaient plutôt sur une tendance assez favorable, 6% avant le confinement. Ils ont continué pendant le confinement à progresser. Ça veut dire que les patients continuent à prendre leur traitement. Sûrement, ils ont stocké un peu. Il y a eu de l'avance de prix sur les traitements. Et on se retrouve paradoxalement, en période de déconfinement, à moins 2%. Donc voilà pour ces différentes classes. Deux autres classes sur lesquelles également on a voulu faire un zoom, mais c'est les deux dernières. Les hypnotiques et sédatifs, plus 1% avant le confinement, moins 2% au confinement, et baisse également moins 5% pendant le déconfinement. La seule classe, on va dire, qui a eu un effet plutôt positif sont les anxiolytiques. Ils étaient à plus 1% avant le confinement. Ils ont eu une période à plus 4% pendant le confinement et ils ont continué en période de déconfinement à plus 3%. Donc, véritablement, c'est la seule classe aujourd'hui, dans toutes celles, en tout cas, que l'on vient de voir là, qui a tiré un tout petit peu, on ne va pas dire que c'est un épingle du jeu, mais en tout cas, qui a eu une situation plus favorable. Alors, que se passe-t-il au niveau des ruptures? Au niveau des ruptures, quand on compare la semaine 23 à la semaine 24, on constate qu'il y a un peu moins de produits en rupture entre ces 2 semaines. On était à 1500 produits en rupture, on passe à 1400. Le taux de rupture pour les produits sans équivalent, lui, reste stable. Et quand on regarde la répartition entre les produits, les ruptures dans les produits du répertoire et les ruptures dans les produits non répertoire, hors répertoire, il y en a un tout petit peu plus en répertoire. Et on s'aperçoit que la durée des ruptures va en augmentant. C'est-à-dire qu'il y a moins de ruptures courtes et il y a des produits qui sont sur des ruptures un tout petit peu plus longues. Donc, situation à suivre et que vous pouvez suivre, bien sûr, grâce au baromètre des ruptures
du Gers. David, l'automédication. Donc, en ce qui concerne l'automédication, donc la prescription médicale facultative en termes de médicaments délivrés sur le conseil des pharmaciens, si on reprend ce tableau synthétique, comme le disait tout à l'heure Patrick, mois de mai cette année, c'était propice à faire des ponts, sans humour, parce que même si on n'a pas pu beaucoup sortir, du coup, il y avait quand même un jour et demi ouvré de moins par rapport à l'année dernière. Ce qu'on voit sur le mois de mai, moins 18%, sur un marché qui, depuis le début de l'année, est à moins 4,2% et un cumul mobile à moins 3,9%. Donc, on voit que l'accélération de la baisse de l'automédication est plus forte depuis le début de l'année, même sur certains produits qui ont été fortement conseillés, comme on l'a vu tout à l'heure sur le paracétamol. Et c'est vrai que quand on regarde la courbe, il y a effectivement l'effet délivrance sur conseil importante sur le mois de mars, tout de suite gommé sur le mois d'avril et qui continue à être fort sur le mois de mai. Donc au final, on voit que sur l'automédication, on a quasiment le même trend que sur le début de l'année, à peu de choses près. On est à moins 4%. Donc il n'y a pas un effet, je vais dire, d'aubaine sur l'automédication et sur le conseil par le pharmacien des médicaments. Quand on regarde ce que ça donne sur le cumul mobile, donc sur ces 12 derniers mois, en termes de laboratoire et cumul fixe, donc vous avez le top 10 des laboratoires sur la gauche. On s'est permis de souligner 4 laboratoires qui ont un trend meilleur sur le début de l'année que sur les 12 derniers mois. C'est Sanofi et UPSA au regard de leur portefeuille porté pour l'un par le paracétamol, pour l'autre par le paracétamol et la vitamine C. On a aussi la Copper qui du coup est plus dynamique sur le début de l'année que sur les 12 derniers mois, et Mylan également. Sinon, pour les autres laboratoires, on a une décélération qui s'accélère sur ce début de l'année. Quand on regarde le top 10 des marques sur les 12 derniers mois et leur trend, on en a 5 qui ont un accueil plus favorable sur ce début de l'année, sur ces 5 premiers mois par rapport aux 12 derniers mois. Doliprane et Doliprane Tabs qui du coup sont très dynamiques sur ce début d'année. L'oscillococcinum de Boiron qui est quasiment à l'équilibre par rapport à l'année dernière sur ce début de l'année, ce qui est une bonne nouvelle pour Boiron. Beroca également pour Bayer et la Lysopaïne pour Sanofi. On voit qu'effectivement, tout ce qui touche à l'anti-inflammatoire, que ce soit Nurofen Flash ou que ce soit Voltaren Optigo, on a une accélération de la baisse sur ce début de l'année. On est à moins 33% sur Nurofen Flash, sachant qu'effectivement, la baisse est beaucoup plus importante depuis l'effet Covid. Quand on regarde du coup cette évolution et on prolonge sur les semaines de juin, on voit que ça s'accentue. On est à moins 17% en unité sur les dernières semaines des confinements et moins 16% en chiffre d'affaires. Alors sur le self-care, on rajoute les nutritions, on rajoute tout ce qui est la santé familiale dans l'accompagnement par le pharmacien, et on le voit aussi. On était à moins 6, toutes classes confondues, sachant que bien sûr, dans ce marché-là, on a retiré et le gel hydroalcoolique et tout ce qui est masque et gants. Mais on voit que sur cette santé familiale, on était à moins 6 pendant le confinement, on est à moins 9. Mais si vous regardez toujours, ce que j'aime bien dans ce côté moqueur du calendrier, c'est qu'entre la semaine 23 et la semaine 24, mine de rien, on n'arrive pas à compenser ce qu'on a perdu avec un jour de moins. Donc, c'est vrai qu'on a quand même un marché du self-care et de la nutrition qui est, somme toute en global, plutôt déprimé. Quand on regarde les promesses définies effectivement avec l'aide de la base Claude Bernard, on voit que 5 promesses dans ce top 10 est en évolution par rapport à l'année dernière. Les plaies légèrement positives, mais ne boutons pas le plaisir, elle est en deuxième position. Le sommeil, la difficulté à dormir, on voit que c'était 4e position l'année dernière sur cette même période, c'est passé 3e.
Ensuite, du coup, qui a piqué la troisième place au tonus et vitalité. Et la nutrition qui reste dynamique en pharmacie et donc sur le conseil du pharmacien. En dermo, alors toujours, on s'habitue à présenter le marché, ou du moins vous le présenter en mettant avec les gels et hors gel, puisque vous pouvez le voir, l'impact n'est pas neutre selon si on inclut dans la dermocosmétique en volume le gel et pas le gel. Donc c'est vrai que quand on le retire, la semaine dernière est à -9. Je le redis parce que c'est vraiment important avec un jour de plus de travail en officine, un jour ouvré. On reste quand même à -9 sur la dermocosmétique. Pourtant, on a des trajectoires différentes. En chiffre d'affaires, puisque le prix est réglementé sur le gel hydroalcoolique, donc l'impact est moins fort, mais sur un marché quand même annuel à 1,5 milliard, on voit quand même que le gel hydroalcoolique impacte malgré tout la dynamique du marché de 5 points en valeur. Alors, quand on regarde le top 20 des laboratoires et leur dynamique sur cette période de déconfinement, qu'est-ce qu'on peut observer? Alors, en lecture, vous avez les parts de marché en abscisse, en bas du graphique. Vous avez l'évolution en verticale. Et puis, la boule, quand elle est vide, c'est qu'elle est contributrice à la décroissance du segment. Et quand elle est pleine, elle est contributrice à la croissance de segment. Alors, on a pris et on l'a mis en note de pas de page, là, pour les marques, l'intégration dans chacune de ces marques des gels hydroalcooliques qui font partie de l'offre produit. Donc, en termes de, si on regarde le verre à moitié plein, on va avoir La Roche-Posay qui est légèrement en croissance par rapport à l'année dernière sur ce marché-là, avec des postures et des positions qui restent dans le top 5 identiques à l'année dernière. On a Caudalie également qui est légèrement positif sur cette période-là. On a Uriage qui gagne dans ce top 20 2 places et qui est légèrement aussi en croissance sur ce segment-là. Ducré qui garde la 9e place et qui est en croissance. Alors, certes, porté par le gel hydroalcoolique principalement, mais au final, dynamique sur ce segment-là. On a Eucérine qui gagne 2 places, qui était 13e l'année dernière et qui devient 11e. SVR qui en nombre de places est celui qui en gagne le plus sur cette période, qui était 17e et qui passe 13e. Roger Cavaillès qui reste à la même position comme Aquiléine, mais qui reste dynamique sur cette période-là. Et après, effectivement, en glissade importante sur cette période-là, on va avoir principalement 2 marques. On va avoir Vichy qui perd 2 places et Filorga qui glisse joliment quand même de 6 places sur cette période-là. Un point sur le solaire et de se dire voilà, comment les concitoyens préparent ces congés et l'arrivée des beaux jours et de la canicule qu'on annonce au moins pour cette semaine. Ce qu'on peut observer sur cette période-là. Sur l'après-solaire, on est à moins 32% sur les 2 dernières semaines par rapport à l'année passée. On a eu un pic important les 2 premières semaines suite au déconfinement, mais du coup, qui a replongé sur les 2 dernières semaines, ce qui fait qu'au final, on est à moins 8. L'auto-bronzant est aussi en repli sur les 2 dernières semaines, mais au final, il reste légèrement positif à plus 4 sur ces 5 dernières semaines, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que quand on regarde le trend des 2 dernières semaines, il y a de quoi être un petit peu inquiet sur les prochaines semaines. La préparation au soleil, c'est vrai que c'est la période et on est à moins 3 sur ces 5 dernières semaines, avec ces 2 dernières semaines qui restent très négatives et la protection solaire qui continue à être très négative, moins 14%. On était à moins 29% pendant le confinement. Donc, c'est vrai que sur la préparation au soleil, sur la protection de soleil, on reste sur un marché qui est en repli
par rapport à l'année passée. Patrick, il va falloir prendre de la crème quand même, parce que j'ai peur pour ta peau. Et Merci. du coup, un point sur l'hôpital. Bon, il y avait eu cette très très forte augmentation pendant le confinement avec plus 31%. En avril, on était encore en période de confinement, l'activité avait baissé avec moins 5%. Et en mai, elle s'est complètement effondrée avec moins 17%. Alors à ceci ou à cela, plusieurs explications. Bien entendu, il y a une situation très hétérogène en fonction des régions. Il y a des régions qui n'ont absolument pas été touchées ou très peu touchées par le Covid, donc qui avaient quand même stocké des produits et qui n'ont absolument pas recommandé au niveau de leurs fournisseurs. Et par ailleurs, deuxième effet, on sait que l'activité dans les services hospitaliers a eu du mal à reprendre. Il a fallu un peu réorganiser tout cela et ça se traduit malheureusement par une baisse des achats au niveau des hôpitaux. On est quand même sur la période globale de janvier à fin mai sur une évolution à plus 4%. Alors, que se passe-t-il au niveau des top 10 des classes à l'hôpital? Là, globalement, on retrouve à peu près les 10 premières classes de 2019, avec deux classes qui sont arrivées aussi dans le top 10. Ce sont les solutions standards qui sont utilisées, notamment en réanimation, qui sont passées à la 7e place. Et puis, on a également les héparines également qui étaient à la 11e place, qui sont passées à la 10e place. Après, les classes qui restent très dynamiques sont les classes, on va dire, habituelles, classiques, pour lesquels les produits sont indispensables, les antinéoplasiques, anticorps monoclonaux, les autres antinéoplasiques. Les produits qui ont été un peu affectés par cette période sont les facteurs de coagulation. Il y a eu un peu moins d'activité à l'hôpital. Les immunoglobulines, bien entendu. Les anesthésiques généraux avaient très, très fortement progressé avec plus 34%. Et là, on est quand même sur un bilan de 5 mois. On n'est pas sur le mois de mai, on est vraiment sur 5 mois. Donc, vraiment des classes qui ont fortement bénéficié de cette situation. Les céphalosporines, bon, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, les solutions standards. Les antinéoplasiques également ont progressé. Et puis ensuite, les antinéoplasiques d'origine végétale ou les héparines qui ont baissé ou se sont stabilisées. Au niveau des produits, on retrouve notre top 10 de 2019, on le retrouve en 2020 avec simplement quelques changements. Le produit qui était en 2e place l'an dernier, Keytruda, est maintenant à la 1re place et avec une très forte progression. Il continue avec 70% de progression sur ces 5 mois. Bon, Opdivo, qui était premier, lui est assez stable en termes de chiffre d'affaires, puisqu'il se maintient à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 5 premiers mois de l'année. Un produit progresse très très fortement, il s'agit de Darzalex, qui a explosé sur ces 5 premiers mois de chez Janssen, puisqu'il est passé de la 7e place à la 4e place. Ensuite, il y a des produits qui ont été beaucoup plus touchés pour différentes raisons, soit l'arrivée de biosimilaires, soit la situation, bon, il y a différentes raisons. Avastin, Prévigène, qui ont été en involution et qui étaient en 4e, 5e place l'an dernier et qui sont tombés à la 6e, 7e place, et des produits comme Perjeta et Imnovil également qui ont diminué. L'Ovenox est maintenu et a même gagné une place
sur ces 5 premiers mois. Donc, un bilan sur les médicaments à l'hôpital assez stable, mais avec une redistribution parmi les 10 premiers. Quand on regarde l'évolution des achats à l'hôpital, bon, après le pic et les semaines fortes jusqu'à la semaine 15, on est en évolution depuis la semaine 16 jusqu'à la semaine 24. Au global, quand on fait l'analyse sur les semaines de confinement, en UCD, les achats hospitaliers sont restés stables. Et en revanche, sur la période de post-déconfinement, avec la problématique liée au redémarrage de l'activité dans les services hospitaliers, là, on a une très forte évolution puisque les achats à l'hôpital ont diminué de près de 20% sur ces semaines de déconfinement. Donc voilà pour ce nouvel atelier. On était très heureux avec David de pouvoir partager avec vous ces chiffres. Vous êtes toujours très très nombreux à être présents, à vous informer sur ce qui se passe sur le marché. Et nous vous donnerons rendez-vous très très prochainement pour un prochain atelier. On va définir la date, bien sûr, avec la période des congés qui va bientôt arriver. On va voir si nous allons organiser un atelier juste avant les congés, à savoir avant le 15 juillet ou pas. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt. Au revoir.